Qu'est-ce qu'un prix? Le prix est la quantité de monnaie donnée en échange d'un bien ou d'un service. Mais le prix n'est pas que cela. Prenons un exemple. Comme les ressources sont rares, les tomates ne sont produites qu'en quantité limitée. Pourtant, à chaque fois qu'ils en ont besoin, des acheteurs peuvent en trouver chez leur épicier à un prix donné. Supposons maintenant que des intempéries fassent diminuer la production de tomates. Comment informer les acheteurs de cette diminution? Comment les inciter à diminuer leur consommation? Eh bien, c'est le prix qui va véhiculer cette information. Chez l'épicier, le prix des tomates va fortement augmenter et les acheteurs vont diminuer la quantité demandée en conséquence. Et si la production de tomates revient à son niveau de départ, il faudra informer les acheteurs qu'ils peuvent à nouveau acheter plus de tomates. Le prix va encore une fois véhiculer cette information. Il va diminuer et les acheteurs pourront augmenter la quantité demandée. Le prix est donc un signal, c'est-à-dire une information à partir de laquelle les offreurs, vendeurs, et les demandeurs, acheteurs, déterminent leurs choix et font évoluer leur comportement. Le marché délivre aux acteurs des signaux de prix et leur permet d'agir dans leur intérêt. Si le prix est un signal, il est lui-même déterminé par les forces d'offre et de demande, ce que nous allons détailler maintenant. Commençons tout d'abord par la demande. La demande est la quantité d'un bien ou d'un service que les acheteurs sont prêts à acquérir à un prix donné. Comment varie cette demande lorsque le prix varie? Les acheteurs disposent de ressources en quantité limitée. Ils élaborent donc un budget pour un produit, des pâtes par exemple, en fonction du prix et de la quantité qu'ils désirent acheter, leur demande. Et si le prix augmente, avec le même budget, ils obtiendront moins de pâtes. Leur demande diminue donc. C'est ce que les économistes appellent l'effet revenu. Un deuxième effet est l'effet substitution. Si le prix des pâtes augmente, le riz, un produit similaire, devient relativement moins cher ou, pour le dire autrement, il devient un peu plus avantageux d'acheter du riz que des pâtes. Des achats vont donc se reporter sur le riz, les acheteurs substituent du riz aux pâtes et la demande de pâtes diminue. Ainsi, la hausse du prix d'un produit entraîne une diminution de sa demande et inversement, la baisse du prix d'un produit entraîne la hausse de sa demande. La demande varie donc en sens inverse du prix. Comment construire la courbe de demande? Pour construire la courbe de demande du marché, il nous faut prendre pour chaque niveau de prix les quantités demandées par l'ensemble des acheteurs. Repartons de l'exemple précédent. Pour un prix de 2 €, chaque acheteur formule sa demande. La demande du marché correspond à la somme des demandes individuelles, soit ici 70 kg. Même chose pour un prix de 3 €. La demande du marché est cette fois-ci de 60 kg. Certains acheteurs réduisent en effet leur demande car le prix augmente. Puis 4 €. La demande du marché est de 50 kg. Pour 5 €, elle est de 40 kg et certains acheteurs peuvent se retirer du marché, jugeant le prix trop élevé. Et ainsi de suite. 6 €, 30 kg, 7 €, 20 kg. 7 € est un prix élevé, la demande du marché est donc faible. Nous pouvons maintenant construire la courbe de demande. Par convention, nous plaçons sur l'axe vertical en ordonnée le prix et sur l'axe horizontal en abscisse la quantité demandée. Nous plaçons nos points. Pour 2 €, la quantité demandée est de 70 kg. Pour 3 €, de 60 kg. Pour 4 €, de 50 kg.
pour 5 euros, de 40 kg pour 6 euros, de 30 kg et enfin pour 7 euros, de 20 kg. Il est possible de relier ces différents points par une ligne continue que nous appellerons courbe de demande D. Dans notre exemple, cette courbe de demande est une droite. La courbe de demande est en général décroissante. Elle descend de la gauche vers la droite. En effet, plus je descends sur l'axe horizontal, c'est-à-dire plus le prix diminue, plus j'augmente sur l'axe horizontal, c'est-à-dire plus les quantités demandées augmentent. Pour un prix de 6 euros, la demande est de 30 kg, ce qui correspond à mon point A. Si le prix diminue et passe à 3 euros, la demande est de 60 kg et l'on passe du point A au point B. Il s'agit d'un déplacement sur la courbe. Il ne faut pas le confondre avec un déplacement de la courbe, où il y a une modification de la quantité demandée par les acheteurs. Par exemple, si les scientifiques en venaient à nous expliquer que les tomates sont mauvaises pour la santé, alors pour chaque niveau de prix, la quantité demandée en viendrait à diminuer. Pour 2 euros, elle pourrait être seulement de 50 kg. Pour 3 euros, de 40 kg. Pour 4 euros, de 30 kg. Pour 5 euros, de 20 kg. Pour 6 euros, de 10 kg. Et pour 7 euros, de 0 kg. La courbe de demande se déplace donc vers la gauche. A contrario, si les scientifiques nous expliquaient que les tomates sont bonnes pour la santé, il se peut que pour chaque niveau de prix, la demande augmente et la courbe de demande se déplace alors vers la droite. Enfin, les économistes s'intéressent à la pente de la courbe, c'est-à-dire à son degré d'inclinaison. Celle-ci est négative car la courbe descend, car la courbe est décroissante. Si la pente est forte, cela veut dire qu'une forte variation du prix entraîne une faible variation de la quantité demandée. C'est le cas par exemple de l'essence qui n'a pas de substitut direct, on peut difficilement le remplacer, et qui revêt un caractère indispensable. Ainsi, si son prix augmente, la quantité demandée diminue peu. Si la pente est faible, cela veut dire qu'une faible variation du prix entraîne une forte variation de la quantité demandée. C'est le cas d'un repas au restaurant qui ne revêt pas un caractère indispensable. Ainsi, si le prix de ce service augmente un petit peu, sa demande, elle, va fortement diminuer. Enfin, il est préférable de procéder au calcul de la pente de manière à éviter toute erreur d'interprétation. Par exemple, j'ai l'impression dans l'exemple suivant que D1 a une pente plus forte que D2. Mais c'est faux, il s'agit de la même courbe. Elles coupent toutes les deux l'axe horizontal à 9 et l'axe vertical à 8. C'est simplement un changement d'unité sur l'axe vertical qui donne l'impression que D1 a une pente plus forte que D2.